Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons explorer les critères de la méthode EA. Un poste, au sens organisationnel, c'est la plus petite unité de création de valeur. C'est en quelque sorte la maille la plus fine de la chaîne de valeur. Tous les postes n'y contribuent pas de la même manière. Or, on a pourtant bien besoin de mesurer la contribution de chacun des postes à cette fameuse création de valeur globale. Ne serait-ce qu'à des fins de classification, par exemple, ce qui contribue à l'équité interne dans les politiques de rémunération. Pour cela, on utilise généralement une méthode d'évaluation de postes. L'une des plus connues, c'est la méthode EA, qui est une méthode critérielle, à laquelle on va s'intéresser plus en détail. Alors, les critères de la méthode EA, c'est quoi l'histoire ? À l'origine, en 1949, la méthode EA comprenait 3 grands types de critères. La compétence, l'initiative créatrice et la finalité. Puis un 4e a été ajouté avec les conditions de travail. La première initiative en ce sens, ça venait de l'État d'Oregon aux États-Unis dans les années 80. Si l'on revient à l'origine des choses, à savoir le poste comme unité de création de valeur, les 3 premiers critères constituent une grille de lecture très pédagogique. Ça ne signifie pas que le 4e soit inutile, bien au contraire. Le 4e, les conditions dans lesquelles le poste s'exerce, ça favorise une approche encore plus équitable, donc c'est bien. Mais revenons d'abord aux 3 critères d'origine, pour faire le lien avec la chaîne de valeur de l'entreprise. Une entreprise, c'est un système. Il y a des choses qui rentrent, des inputs ou des intrants en français, une activité qui est réalisée, et des choses qui sortent, des outputs. Le découpage horizontal de cette chaîne de valeur, d'inspiration taylorienne, en métier jusqu'au poste, repose sur la même logique. Donc un poste, il y a quelque chose qui rentre, une activité qui est réalisée et quelque chose qui en sort. Ce qui en sort, c'est la contribution du poste au résultat. C'est la finalité du poste, le résultat permanent qu'on en attend. C'est le 3e critère. Mais avant, pour produire ce résultat, il a bien fallu mettre en œuvre des compétences pour résoudre des problèmes. C'est l'objet du 1er et du 2e critère. Ce qui rentre, la compétence, puisqu'on en fait, l'initiative créatrice, puisqu'il en résulte, la finalité. On peut en effet ajouter ensuite, dans un souci d'équité, les conditions dans lesquelles il a fallu faire tout ça. 3 grands critères donc, puis 4. La compétence, l'initiative créatrice, la finalité et les conditions de travail. Ces grands critères sont ensuite décomposés en sous-critères. La compétence, c'est un critère qui couvre 1. Les connaissances, en l'occurrence la profondeur et la diversité des connaissances requises pour exercer le job, qu'elles soient techniques, pratiques, scientifiques. 2. L'exigence en termes d'organisation et de management, en d'autres termes, l'intensité et le degré de convergence de ce qu'il y a à coordonner. Et 3. L'importance des relations humaines ou des compétences relationnelles que cela exige. L'initiative créatrice, quant à elle, couvre 2 sous-critères. En substance, la complexité des problèmes qu'il faut résoudre et à quel point le titulaire du poste est aidé pour le faire. C'est 1. Le cadre de la réflexion. En gros, la solution est dans un guide où il faut complètement l'inventer. Et 2. L'exigence des problèmes à résoudre, qu'ils soient simples ou au contraire qu'il faille les découvrir. La finalité, elle, correspond à la contribution du poste au résultat. Cela couvre donc 1. La liberté d'action dont dispose le titulaire, 2. L'ampleur de ce sur quoi le poste a un impact, et 3. La nature de cet impact, à savoir plus ou moins direct. Ces 3 critères, décomposés en 8 sous-critères, forment les fondements organisationnels de la méthode, car ils traduisent la manière dont le poste, en tant qu'unité organisationnelle, est producteur de valeur. Enfin, le 4e grand critère, qui s'est ajouté par la suite, porte sur les conditions de travail, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il faut exercer les 3 premiers critères. Cela couvre 1. Les efforts physiques en termes d'intensité, de durée, de fréquence. 2. L'environnement de travail et la manière dont il affecte le confort ou la sécurité. 3. L'attention sensorielle. Et 4. Le stress psychologique. On ne va pas rentrer ici dans le détail des tables d'évaluation, composées à partir de ces critères. Pour chaque critère, c'est une matrice avec les sous-critères, chacun des niveaux ayant des définitions ou des explications pour faciliter et factualiser l'évaluation. La méthode en elle-même est souvent l'objet de critiques. La lourdeur de sa maintenance, par exemple, ou les biais liés au comité d'évaluation ou au jeu de pouvoir qui y règne inévitablement. Mais elle constitue un prisme très pédagogique pour saisir la continuité et la cohérence entre les notions d'organisation et ce que l'on manipule quotidiennement comme notion en RH.
comme la compétence, l'autonomie ou la responsabilité permanente d'une description de poste. En résumé, la méthode E s'appuie sur 3 grands critères qui décrivent la manière dont un poste contribue à la création de valeur en lien avec l'organisation. La compétence, l'initiative créatrice et la finalité. Un 4e critère, ajouté plus tardivement, permet lui d'apprécier les conditions dans lesquelles le poste est exercé. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.